Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler du scandale démocratique des accords de libre-échange. Pourquoi? Parce que c'était intéressant. Avant-hier, il y avait une commission des affaires étrangères et en l'occurrence, le secrétaire auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, a lancé une petite bombe mais que les initiés savaient, mais c'est toujours intéressant justement de voir ce qu'il a dit. Il expliquait en substance à une députée qui lui posait la question de si jamais les accords de libre-échange dits mixtes, c'est-à-dire que la plupart du temps, il y a une partie accord commercial et maintenant accord sur les investissements, les fameux tribunaux d'arbitrage privé. Et cette députée demandait si jamais l'Assemblée nationale ne ratifie pas un accord de libre-échange qui avait une mise en vigueur provisoire pour ce qui est des dimensions commerciales avant, qu'est-ce qui se passe? En d'autres termes, est-ce que cet accord, comme il n'est pas voté par l'Assemblée nationale, est-ce que cet accord, tout le volet commercial, partirait? En l'occurrence, il a répondu que non, il a fait une espèce de réponse en langue de bois, mais pour dire que la partie provisoire, en l'occurrence la partie commerciale de baisse des droits de douane, baisse des quotas ou alignement des normes, cette partie-là, tout simplement, même si l'Assemblée nationale vote contre, ça continuera. Mais en fait, ces dimensions-là, on les connaît et ça a pris une dimension supérieure avec le CETA. Déjà, ce qu'il faut savoir, quand on parle de politique commerciale, il faut que les Français comprennent bien qu'il s'agit d'une politique exclusive de l'Union européenne. Si on dit politique exclusive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gouvernements ne mettent pas du tout leur nez dedans quand il y a une négociation commerciale entre l'Union européenne et un pays tiers. C'est-à-dire que concrètement, vous avez un commissaire européen qui va négocier pour les 27 pays. Donc on se demande pour qui il négocie, les intérêts de la France, les intérêts de l'Allemagne, bref, il négocie pour les 27. Et c'est obligatoirement cet accord-là qui va être mis sur la table et après qui va être signé par l'Union européenne, ratifié par le Parlement européen et après par les parlements nationaux. Et donc ça, c'était une petite bombe et ça permet justement de revenir sur tout ce scandale de ces accords de libre-échange et de revenir, entre autres, sur le CETA. Il faut savoir qu'il avait été négocié, le CETA, c'est l'accord de libre-échange avec le Canada, parce que c'est un exemple criant et qui permet finalement d'expliquer le reste. Il avait été négocié cet accord en 2014, et après, il avait été justement signé en octobre 2016. Après la signature, il avait été voté au Parlement européen le 15 février 2017. Et ce qui est intéressant quand on regarde justement ce vote d'ailleurs, c'est que ce vote du CETA au Parlement européen, quand on regarde le vote des parlementaires par pays, il y avait seulement des parlementaires de 5 pays en majorité qui étaient contre le CETA, dont d'ailleurs la France. Il y avait la France, l'Autriche, la Grèce, l'Italie et l'Irlande. Et donc, ça veut dire quoi? Déjà, c'est un autre message aussi. Déjà, quand vous avez une compétence exclusive de l'Union européenne, ça veut dire concrètement, hein, si vous ne vous libérez pas de l'Union européenne sur ce sujet-là, un gouvernement qui arrive, il ne peut rien faire au niveau de la politique commerciale. Et pour tous ceux qui proposent de changer l'Europe, ça montre bien que ça ne peut pas marcher quand vous avez que des parlementaires de 5 pays qui votent contre. Ça montre bien que les intérêts des différents pays ne sont pas les mêmes et que les pays ne pensent pas pareil. Il y a des pays qui sont fondamentalement libre-échangistes, c'est notamment le cas de l'Allemagne qui fait sa prospérité justement sur son commerce extérieur. Et c'est la même chose d'ailleurs pour la plupart des pays de l'Est. Et donc si jamais vous vouliez changer ça au sein de l'Union européenne, comme il faut l'unanimité pour changer les traités ou pour reprendre par exemple votre politique commerciale, ça n'arrivera absolument jamais. Donc voilà, donc ça avait été voté, pour reprendre le fil, par le Parlement européen. Et ensuite, en septembre 2017, il y a eu une mise en vigueur provisoire. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est ce que j'expliquais un peu avant. Ça veut dire que tout le volet commercial, entre guillemets 90% de l'accord, avant même qu'il soit ratifié par les parlements nationaux, rentrait en vigueur. Ce qui est absolument dingue d'un point de vue démocratique. Donc c'est comme ça, c'est-à-dire que le CETA, concrètement, il y a déjà des échanges avec abaissement des droits de douane, des quotas et alignement des normes depuis septembre 2017. D'ailleurs, il y a tout un tas de risques d'un point de vue des normes.
certains hurlaient au fantasme quand on parlait de bœuf aux hormones et de poulet chloré. C'est vrai que ça a été enlevé de l'accord, mais il n'en reste pas moins que on sait très bien que les contrôles sont assez succincts. Et or, il y a un article d'RTL qui a montré que 1 an après justement cette mise en place provisoire de l'accord, il y avait entre autres, il faut savoir qu'il y a 42 herbicides qui sont interdits en France qui fonctionnent et qui sont utilisés au Canada. Et on a retrouvé justement l'un d'eux dans des céréales canadiens qui ont été importés en France. Et il y a aussi, on a retrouvé du colza OGM et du saumon transgénique. Donc comme quoi le risque sanitaire existe, contrairement à ce qui avait été dit, contrairement à ce qui avait été annoncé. Donc ensuite, ce qui s'est passé finalement, c'est qu'il reste toujours, parce que tous les pays n'ont pas encore ratifié, les 10% du reste de l'accord. Ces 10%, comme je l'ai dit, c'est les dimensions de protection des investissements. En d'autres termes, ce sont les fameux tribunaux d'arbitrage privé qui sont là aussi complètement ahurissants d'un point de vue démocratique, parce que ça veut dire concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pays peut être poursuivi en justice, par une justice privée, par une entreprise, parce que la politique de cet État-là ne plaît pas à l'entreprise. Il considère que ça nuit à ses investissements. Il y avait 2 exemples marquants d'ailleurs dont je parle dans ma conférence. Il y a notamment l'Uruguay qui avait été condamné justement parce que c'est, je crois, Philip Morris ou British Tobacco. En gros, le gouvernement d'Uruguay avait fait une loi anti-tabac pour protéger la santé de sa population, mais l'entreprise en question, quand on regarde, évidemment, ça nuit à ses investissements parce qu'ils vont vendre moins de cigarettes. Eh bien, ils avaient été condamnés par un tribunal d'arbitrage privé. Il y a eu la même chose d'ailleurs pour Veolia avec l'Égypte, où Veolia avait investi en Égypte, mais quand ils avaient investi, le salaire minimum était très bas. Et comme le gouvernement égyptien avait décidé d'augmenter le salaire minimum, Veolia avait porté plainte contre le gouvernement égyptien devant un tribunal d'arbitrage privé. C'est pour vous dire que c'est un truc complètement dingue qui a un retour aux féodalités. Et donc cet accord, voilà, après, comme je l'avais dit, il était ratifié à l'Assemblée nationale, et on peut dire que maintenant c'est en vigueur. Et pourquoi cet accord de libre-échange est mauvais pour la France quand on regarde? C'est une catastrophe pour notre agriculture, en particulier pour l'élevage par exemple. Le bœuf canadien, pour donner un exemple précis, le prix de revient du bœuf canadien est 2 fois inférieur au français. Pourquoi? Parce qu'ils ont une production ultra intensive et les normes ne sont pas les mêmes justement que celles qu'on impose à nos éleveurs français. Donc au niveau de l'élevage, c'est une catastrophe cet accord et tout le monde le sait. Et on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on y gagne en contrepartie? En contrepartie, on gagne effectivement, on peut exporter un petit peu plus au niveau du luxe, mais surtout ceux qui gagnent en contrepartie, c'est l'Allemagne comme d'habitude pour exporter notamment ses voitures. Donc c'est toute la problématique d'avoir encore une fois un négociateur pour des 27 pays qui ont des intérêts divergents. Honnêtement, cet accord est un mauvais accord pour la France. Et à contrario, c'est un très bon accord pour le Canada. Et là aussi, ça casse évidemment le mythe qu'on dit tout le temps que l'union fait la force, etc. Non, un pays libre, indépendant, qui négocie seul selon ses seuls intérêts, comme a fait le Canada. Je rappelle que le Canada, la population est 2 fois inférieure à la France. Le Canada a obtenu un très bon accord face à l'Union européenne, tout simplement parce qu'il vaut mieux être seul et défendre farouchement ses intérêts que d'être dilué à 27 et d'avoir une position qui ne convient à personne, si ce n'est en l'occurrence à l'Allemagne. Et donc quand on voit tout ça, on se dit justement qu'il y a un gros problème au niveau du libre-échange. Il y a ce problème démocratique dont j'ai parlé, mais c'est pas le seul, parce que là, on ne cesse de nous parler justement, et à juste titre, c'est à la mode depuis le Covid-19, nous, ça fait des années qu'on défend ça. Il faut évidemment relocaliser la production, et notamment d'un point de vue écologique. Et quel est le sens, dans ce cas-là et dans ce contexte-là, de signer à tour de bras des accords de libre-échange, le Canada, d'aller importer du bœuf canadien à 7000 km de là, alors qu'on a du très bon bœuf français qui est parmi les meilleurs au monde. Pourquoi faire ça? Ça n'a absolument aucun sens, si ce n'est un sens purement idéologique. Et on a vu justement, là encore, en plein Covid-19 du mois au début, il y a eu un accord avec le Vietnam, encore par l'Union européenne, un accord de libre-échange qui a été mis en place en février 2020. Et là, le 28 avril, on a appris qu'en plein Covid-19 pour le coup, que l'Union européenne avait signé
un accord avec le Mexique. Et donc vous voyez bien les deux dimensions là encore avec Mexique et Canada. On sent venir évidemment un accord avec les États-Unis, mais de toute façon en ayant un accord de libre-échange avec le Mexique et le Canada, comme ils sont eux-mêmes dans une zone de libre-échange qui est l'ALENA, en fait les entreprises américaines ont des filiales, que ce soit au Mexique ou au Canada, ils ont déjà un pied justement en Europe sans aucune barrière par ces filiales-là pour pouvoir exporter leurs marchandises et leurs produits agricoles. Donc on perd sur toute la ligne et ces accords de libre-échange sont non seulement, comme je l'ai dit, un scandale démocratique, mais c'est aussi un scandale économique et écologique. Et ce qu'il faudra faire pour sortir de tout ça, parce qu'on n'a plus le pouvoir de la politique commerciale, il faudra évidemment se libérer de l'Union européenne par le Frexit et on pourra enfin mettre en place justement une relocalisation de la production et une vraie politique écologique qui est impossible à mettre en place dans le cadre de l'Union européenne.